D'accord. زويرة مدينة زلف لونك مرة سنة يمثلنا جلال سفيان مرحبا ici à Abgaïd, une ville tolérante et de tolérance. Nous acceptons généralement des gens qui pensent différemment. C'est dans ce cadre qu'on invite des gens pour des conférences ici à Béjaïa et nous souhaitons que ce soit le cas dans d'autres régions. Avant de commencer, donc, je vais dire une chose par rapport au mouvement populaire, mais par rapport aux hommes politiques. Généralement, on sait ce qu'on ne veut pas. Donc, tout le monde le dit, le système dégage, les hommes du système vont dégager, et même au niveau des hommes politiques, bon, mais il faut savoir ce qu'on veut. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire par la suite, et comment on va faire. Donc là, déjà, vis-à-vis des hommes politiques, on sait ce qu'on n'aime pas. Mais il faut savoir faire le choix aussi des gens avec qui vous allez travailler. Donc, à un certain moment aussi, il faut savoir soutenir des gens qui sont avec vous, des gens qui veulent du bien pour ce pays, etc. Et malheureusement, des fois, quand on voit quelqu'un de l'opposition, etc., on le voit au niveau des marches se faire dégager, il y a beaucoup de gens qui disent « chat ». Voilà. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Donc, il faut savoir s'unir pour faire quelque chose. Sinon, si on reste divisé comme ça, d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait le pouvoir depuis l'avènement du multipartisme jusqu'à maintenant, on a réussi à maintenir le système en place et on a réussi même à vider les partis de toutes leurs compétences. Voilà. Donc, il faut savoir s'unir à un certain moment, il faut savoir défendre beaucoup plus les gens qui veulent du bien pour ce pays, qui veulent le construire. Alors, ma première question, donc, c'est par rapport à l'identité. Bon, on nous a menti depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Ensuite, il y avait un changement au niveau de la Constitution. Rakaïs Thalatha, l'Arabia, l'Amaziria, l'Islam. Bon, le fait qu'il y a l'Amaziria, ce qu'on revendiquait depuis le début, bon, on est satisfait, on est content. Mais il faut dire quand même, bon, par rapport à l'islam, est-ce qu'il peut faire partie de l'identité? Par rapport à l'islam. Est-ce qu'il peut pas faire partie de l'identité? L'islam, c'est une croyance. Je crois pas. Je peux être musulman, je peux être chrétien. Bon, sachant que la majorité des Algériens sont musulmans, là, on ne dit pas le contraire, mais est-ce que ça peut faire partie de l'identité? Alors, je vais revenir tout à l'heure par rapport au début du mouvement. On parle de la marche de Kharata, mais moi je vais dire une chose. Je ne sais pas si les gens le font consciemment ou inconsciemment. Il y avait deux années de cela que les marches ont commencé à Béjaïa contre la politique de Baborlo, contre la politique de la Hougra, contre le Djihawiya, pour le soutien des investissements, pour le soutien des travailleurs de Civita. Et je vois au niveau des médias lourds déjà, il y a une obstruction totale, on n'en parle même pas. Même les partis politiques, ils n'en parlent pas. Je n'ai pas entendu beaucoup, même si, à l'intérieur des marches, ils se précipitent pour prendre la parole. Mais après, on n'en a pas vu. Mais ce mouvement-là, il n'était pas, comment dire, il n'était pas orienté ou bien initié par des partis politiques. C'est un mouvement, bon, ils sont à l'intérieur, mais ce n'est pas un mouvement d'un parti politique. Donc là, je vais aller même plus. Quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut soutenir les hommes qui veulent du bien pour le pays. Attends, quand vous avez quelqu'un, un investisseur, qui vous dit que je vais vous faire rentrer 15 milliards de dollars à l'Algérie, non, on lui dit, tu laisses tes machines là-bas. Et je vais aller plus loin. Il y avait un projet de Cap Gennet, d'1 million d'emplois. On leur dit, on va vous faire entrer 30 milliards de dollars. Non, on lui dit, tu restes là-bas. Je vais aller encore plus loin. Il y avait le projet de Desertec, quand vous parlez de la rente pétrolière, etc. Alors, il faut comprendre que d'ici quelques années, peut-être ce n'est pas le pétrole qui sera l'énergie qui sera plus utilisée. Donc, il y a des gens qui ont une vision de futur. Ces gens-là, il faut les soutenir. Quand vous avez un projet comme Desertec, et dont les prévisions, c'était d'alimenter l'Europe à 15% de son énergie, là on le bloque,
Moi, je vous dis que voilà les gens qu'il faut soutenir. Il ne faut pas soutenir ceux qui sont en train de gonfler les roues des voitures et de les vendre aux Algériens à 2 fois le prix. Donc, ça, c'est pour soutenir, savoir qui soutenir, savoir avec qui travailler. Alors, ma question suivante, c'est par rapport à la transition. Donc, comment vous voyez l'Algérie de demain? Et la transition, quel est le schéma que vous voyez par rapport à cette transition? Et ensuite, quels sont les préalables pour cette transition? Les préalables, ça veut dire les conditions à poser pour que cette transition démarre. Justement, au sujet des préalables, je vais juste parler. Il y a un congrès qui va se faire demain, je pense. Congrès, aujourd'hui, du FLN. Attends, si on veut quelque chose, il ne faut pas que ces gens-là exploitent le sigle FLN. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut le restituer à la mémoire nationale. Donc, si on ne fait pas ces préalables, je ne pense pas qu'on va avancer. Et si ces gens-là sont toujours là à faire ce qu'ils veulent et à revenir quand ils veulent, je pense qu'on ne va pas avancer. Juste pour ajouter une chose par rapport aux autonomistes. Il ne faut pas oublier, en 2001, il y avait quand même 127 morts, c'était sanglant. Et moi, je comprends, mais je ne soutiens pas, je ne suis pas d'accord. Mais il faut essayer de comprendre la réaction des gens. Quand les gens ont essayé de faire la marche à Alger, qu'est-ce qu'ils ont dit? On a sauvé Alger, bon, je ne sais pas, des barbares ou je ne sais pas, des Kabyles. Non, ceux qui ont commencé la division, ce n'est pas les autonomistes. C'est le pouvoir en place. Quand ils tirent sur des gens, voilà, donc, même si, bon, et puis, attends, quelqu'un est libre de penser ce qu'il veut. Il veut l'autonomie, regarde, il veut l'autonomie, mais je vais pas lui tirer dessus. Et merci. C'est bon. Merci, Marc Laoufik. Je vais essayer de répondre donc aux deux intervenants. Je pense que sur la transition, ça va se recouper essentiellement. Donc, la première question sur la transition et quelles seraient essentiellement les priorités. Ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes vraiment à la fin d'un fonctionnement particulier, d'un système particulier. On dit système, mais peut-être qu'on est maintenant dans un non-système. C'est-à-dire qu'il y a un tel désordre, et il y a en place des gens qui tiennent le pouvoir. Ils essayent de maintenir coûte que coûte au nom d'une constitution qui n'a plus de raison d'être, mais nous sommes vraiment au bout. Alors, maintenant, comment on peut s'en sortir? Il y a plusieurs avis et il faut écouter. Personne ne détient la vérité. Mais ce qui se discute le plus maintenant, tout le monde est d'accord pour qu'il n'y ait pas d'élection le 4 juillet, parce que le 4 juillet, c'est l'application de l'article 102, c'est la continuité d'une autre façon du pouvoir actuellement. Donc, on va aller vers une phase de transition. C'est là où il y a, on peut dire, deux avis qui se partagent un peu l'opinion. Il y a un avis qui dit, c'est le moment maintenant de tout remettre à plat, et donc on doit passer par une constituante. Cette constituante va définir les nouvelles règles du jeu politique et qu'une fois ça sera réglé, on va passer aux élections et on met en place les institutions et on sera débarrassé des problèmes. L'autre idée dit, on ne peut pas rester longtemps avec un pouvoir illégitime, on ne peut pas rester sans un président de l'État, donc un président de la République. Il faut que cette transition soit courte, qu'on aille vers une élection d'un président qui devient légitime et qu'ensuite, pas à pas, on rentre dans les grandes réformes, à commencer par la réforme constitutionnelle. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Et le choix, ça doit venir après un vrai débat entre les uns et les autres. Je peux vous dire mon avis, c'est-à-dire c'est un avis qui peut être discuté, c'est pas la vérité ultime, mais de mon point de vue,
Parce que les deux options ont des avantages et des inconvénients. L'avantage de la constitution constituante, je l'ai dit puisque les promoteurs défendent ça. Et qu'on fait une constituante, ça va représenter une véritable légitimité. On va mettre en place une constitution. Cette constitution sera définitive. Puis, lorsqu'on fait élire les gens, ils vont rentrer dans une constitution préétablie. Le côté négatif, on va peser. Pour aller vers une constituante, il faut d'abord, de toute façon, régler le problème de la loi électorale, de la répartition des sièges, du mode de scrutin et d'une commission indépendante pour contrôler le scrutin. Là, on est d'accord. Et tout ça doit se faire sous l'égide d'une présidence de l'État, parce que l'État doit continuer. On ne peut pas arrêter l'État. Une fois qu'on a fait ça, on va aller aux élections. Alors, faisons de la réelle politique. Quel type de composante humaine on va avoir? Les partis politiques actuellement ne sont pas suffisamment forts pour représenter des majorités ou des minorités significatives. C'est-à-dire aucun parti ne peut réunir 10-15% de l'électorat. Vous allez avoir une assemblée explosée avec une représentation très forte de personnes indépendantes, dites indépendantes. Et dans cette période-là, vous allez avoir l'argent qui va couler à flot, l'argent sale. Vous allez avoir toutes les administrations qui vont jouer des coudes. Et donc, au final, vous allez obtenir une Assemblée nationale qui ne sera pas très loin de ce que l'on connaît. Et vous imaginez le risque après? Une fois que vous avez une Assemblée totalement déstructurée et vous lui confiez la Constitution, qu'est-ce qui va se passer? Immédiatement, les membres d'une constituante vont défendre les positions fortes d'Ahom, parce qu'il faut que la constitution qui apparaîtra reflètera des positions des uns et des autres. Alors l'islamiste va vous dire Ya khoya ana dir li tabaq sharia. Celui qui est laïque il dit qu'il faut enlever l'article 2, l'islam ne peut pas être religion d'État. Un État c'est un concept. Est-ce qu'un concept peut avoir des convictions? C'est compliqué. Donc, voyez où c'est qu'on va rentrer. Ceux qui veulent, on défend les travailleurs. Et donc, il faut, avec une idéologie derrière, qui peut être d'extrême gauche. Donc, ils vont y tenir. Celui qui défend le capital, d'ailleurs, on a vu déjà qu'il faut que la révolution débouche sur un capitalisme algérien. Donc, ceux qui défendent le capital, ils disent que non, on doit libérer. Et cette constituante va rentrer de plein pied dans des discussions idéologiques où il sera pratiquement impossible de sortir au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans. Et vous imaginez l'Algérie, pendant tout ce temps-là, on ne peut plus gérer. Il n'y a plus de la loi de finances, la répartition des richesses, le fonctionnement des entreprises, est-ce qu'on privatise ou pas? La constituante, de mon point de vue, c'est un saut vers l'inconnu et qui n'aura peut-être pas d'aboutissement. Très compliqué. De mon point de vue. L'autre solution, en face, des élections présidentielles. Si vous avez un président élu, il va se retrouver avec cette constitution et il va avoir les mêmes pouvoirs que Bouteflika et de nouveau on va tomber dans le même régime. Là, je pense qu'il faut faire un bémol. Parce que s'il y a de vraies élections pour un homme, il n'y aura pas un seul tour, il y aura un minimum de 2 tours. Et c'est plus compliqué pour trafiquer quand c'est un président. Et un candidat aux élections doit présenter un programme. Et les Algériens, maintenant, ils sont conscients. Dans le programme, premièrement, je veux savoir, il faut que la Constitution Hadi, il est clair qu'il faut la refaire. Je veux savoir tes engagements pour cette Constitution. Qu'est-ce que tu vas faire?
Qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? Une constitution, qu'est-ce qu'elle doit donner? Diminuer les prérogatives du président de la République. Elle doit rééquilibrer en faveur du Parlement, qui doit avoir l'autorité pour contrôler l'action du gouvernement et les députés doivent pouvoir contrôler ce que font les ministres. Je dois avoir une justice indépendante de l'exécutif. Je ne peux pas avoir des juges que je nomme maintenant en tant que président, parce qu'à ce moment-là, j'ai une justice sous le coude. Je dois avoir non pas un conseil constitutionnel désigné par le pouvoir exécutif, mais une cour constitutionnelle élue par le corps des magistrats, qui sont indépendants de l'exécutif. Je dois avoir un certain nombre de réformes essentielles dans la Constitution qui va mettre en place l'état de droit. Il y a que tous les mouvements de la société civile, les associations des droits de l'homme, les mouvements citoyens et tous les autres partis politiques doivent s'entendre sur un minimum sur quel type de réforme on doit mener. Et je peux vous assurer que toute la classe politique va accepter sans aucun souci. Ce sont des réformes essentielles pour mettre en place un état de droit et une démocratie qui va ensuite se construire, qui va ensuite ouvrir tous les dossiers qu'elle peut ouvrir si elle veut. Donc, elle a mon point de vue pour répondre aux deux questions sur la transition. Il me semble qu'on doit s'entendre sur 3, 4, 5 noms qui font un peu équilibre dans la société, qui ne sont pas impliqués dans le passé, qui sont connus pour ne pas avoir détourné de l'argent et qui ne sont pas accrochés au fauteuil. Ils nous parrainent, c'est un parrainage d'une période courte pour préparer toutes les lois qui ont une relation avec les élections. Puis, pour ne pas laisser cette situation perdurer, aller rapidement vers une élection présidentielle parce que c'est la plus simple à organiser et celle qui peut avoir des conséquences importantes rapides. Une fois qu'on obtient notre président de la République, là tout le monde va accepter sa légitimité, il va engager très rapidement un processus constituant, c'est-à-dire il va interpeller toute la société politique, les associations, les mouvements, les personnalités, sur le contenu de cette constitution. Puis, une fois qu'il y a une synthèse, il fait passer la Constitution par référendum. Le processus a été fait, par exemple, passer de la 4e République à la 5e République en France, il s'est fait de cette façon. Ils étaient en grande difficulté, la France, l'État français était en difficulté, la 4e République était une république des partis politiques, c'était un régime parlementaire. Et le régime parlementaire, il peut être très bon dans certaines phases de l'histoire d'un pays, comme il peut devenir très mauvais. Lorsqu'il y a des éléments qui divisent un peuple, le parlementarisme devient une catastrophe. Parce que justement, ils jouent sur ces divisions, ils font de la surenchère. Pour sortir de la 4e République et résoudre le problème de la guerre d'Algérie, ils ont appelé un homme qui était chez lui, le général de Gaulle. De Gaulle est venu, il a consulté autour de lui et il a proposé une nouvelle constitution qu'il a fait adopter par référendum le 28 septembre 1958. Pour passer d'un régime de parti politique parlementaire à un régime présidentiel. Mais bien entendu, Houma étant dans une démocratie, il n'a pas fait un régime ultra-présidentialiste qui est plus un régime de dictateur au nom d'une constitution qu'un régime démocratique. Et c'est comme ça que, parfois, on peut résoudre un problème. En 1789, quand il fallait abolir la royauté en France, ils ont fait une constituante, mais ils ne l'ont pas refaite ensuite. Ils ont estimé qu'il fallait emmagasiner ce qu'ils avaient déjà produit. Donc, on peut très bien aller vers un processus de discussion ouvert, arriver à une synthèse et proposer par référendum une nouvelle constitution qui, à ce moment-là, assoit la République de manière définitive.
Alors, le deuxième intervenant, puisque la première question, Hadi, elle recoupe une partie des questions du deuxième intervenant, mais qui lui a donné d'autres questions. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus ou ce qu'on veut pas, et on ne sait pas ce qu'on veut. Oui, c'est la vérité. Quoique les gens dans la rue, les slogans c'était Jazair Hurra Démocratia. C'est très important. Et ça, c'est un slogan qui vient de loin. C'est pas un slogan du 22 février. Et il a été porté par aussi le mouvement identitaire. Donc, en gros, on veut qu'on soit libre. Donc, on ne veut pas être assujetti. Et on veut une démocratie. Ça signifie qu'on veut s'exprimer et choisir nos dirigeants dans le cadre d'un état de droit. Maintenant, il faut qu'il y ait beaucoup de ce type de rencontres, de débats, de dialogues, pour arriver petit à petit à des consensus pour construire cet État algérien. Tout le monde n'a pas une idée fixe, bon, mais c'est aux politiques de proposer, c'est à eux d'avancer, c'est aux universitaires de participer, je pense que c'est en train de se faire. Maintenant, il y a les idées contradictoires, on soupèse, qu'est-ce qui est meilleur, qu'est-ce qui est mauvais à éviter. Et petit à petit, je fais confiance aux Algériens. Je fais confiance à la société algérienne. On va arriver à un très large consensus et on sortira de cette crise purement politique. Sur le dégagisme, oui, il faut condamner absolument le dégagisme, mais le relativiser aussi. Bon, je pense que beaucoup ont vu hier des images sur un homme politique qui s'est fait dégager d'un lieu de manifestation à Paris. Bon, on a vu aussi quelques images sur des hommes politiques qui ont été malmenés par des groupes, par des individus dans des marches ici. Il faut relativiser déjà parce que demander à quelqu'un de s'en aller alors que toute sa vie il a milité contre le pouvoir, ou demander à quelqu'un de sortir d'une manifestation parce que toute sa vie, il a été, comme le mot maintenant, le cachériste, qui a profité du pouvoir, c'est pas la même chose. Donc, déjà, sur le point du principe, faire dégager n'importe qui n'est pas une solution. Ensuite, passer à cette forme de violence, ce n'est pas bon. Parce que là, on introduit des éléments idéologiques dans la rue. Et je ne pense pas que ça soit bon. Parce que la rue doit rester solidaire par rapport à ses objectifs. Elle est en droit de demander des comptes aux uns et aux autres. Et il est clair qu'il y a des gens qui ont profité de ce régime. Ils ont profité du régime de Bouteflika et ils se sont plus que sucrés et on doit leur demander des comptes et j'espère qu'il y aura une justice pour ouvrir réellement les vrais dossiers et rester juste avec les gens, c'est-à-dire les juger sur leurs actes délictueux, sur leur position politique. Donc j'ai eu à condamner lorsque des hommes politiques ont été sortis des rangs des manifestations. Je l'ai fait publiquement dans une télé et je l'ai écrit. Et il faut éviter absolument ce genre de comportement. Mais en même temps, je comprends très bien que les gens qui ont vécu à ce moment-là, on accepte où Yahya il vient manifester à Alger. Eh oui. Voilà. Donc il y a le problème du dégagisme, et il faut bien le clarifier et donner à chacun sa place. Sur les croyances sur l'islam, est-ce qu'il fait partie de l'identité? C'est des questions extrêmement subjectives. Est-ce que quelqu'un a une définition académique de l'identité? Oui. C'est quoi ces racines? Est-ce qu'on a une racine plantée dans la terre? C'est compliqué, c'est très compliqué. D'ailleurs, un célèbre écrivain qui lui-même est en quelque part déraciné, pour reprendre le mot, ou la double racine, Amin Malouf pour ne pas le citer,
qui a écrit un livre sur les identités meurtrières. Sauf l'identité, c'est quelque chose de très très profond et qui relève de la subjectivité de l'être. Personne ne peut vous imposer ce que doit être votre identité. Certains peuvent s'identifier à la terre. D'ailleurs, le mot patrie vient de là. Hein? Je m'identifie à cette colline-là, je m'identifie à ce village. D'autres pensent que c'est la langue. Ils s'identifient à la langue. D'autres pensent que c'est à des mœurs, à une façon de vivre. D'autres pensent que c'est la religion. Chacun est en droit de définir sa propre identité. Et je n'ai pas le droit de venir vous expliquer que votre sentiment est faux. Parce qu'il n'est ni faux ni vrai. Il est authentique, c'est le sentiment que vous portez. Celui qui pense dans sa tête qu'il s'identifie à une spiritualité ou à une religion, c'est son problème. Ce n'est pas mon problème. Et celui qui ressent que son appartenance est une langue, c'est sa vérité à lui, et je n'ai pas le droit de lui dire non. Il n'y a pas de vérité absolue et universelle. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne à se parler et s'accepter dans ces différences. Donc, chacun a une approche différente de la définition de l'identité. Le problème, c'est lorsqu'on commence à vouloir imposer à l'autre ce que doit être son identité. Et ça, c'est une erreur fatale. Il y a beaucoup de gens dans le monde, qui ont eu un attachement viscéral, identitaire, à la langue. Et certains, je vais vous dire, d'ailleurs, Amin Malouf en parle longuement. Vous voyez, il y a eu, par exemple, des conflits dans certaines régions sur la langue, alors que ces régions sont en plusieurs religions, mais il n'y a pas eu de conflit sur la différence de religion. C'est-à-dire qu'au fond, la langue est plus profonde dans l'attachement de l'homme à sa dimension identitaire. Mais vous ne pouvez pas exclure autre chose. L'identité, c'est multiple, c'est vaste, et c'est chacun comme c'est un ressenti. Donc il faut respecter le ressenti de l'autre et jamais vouloir l'arracher à son identité, parce qu'arracher quelqu'un à son identité, c'est le mettre dans des situations de malaise psychologique très profond. Et il ne l'accepte pas et il a raison. C'est ça la définition de l'homme. Donc, l'identité, dans le sens où vous l'appelez, ça relève des valeurs anthropologiques. Et vous savez que l'anthropologie, l'être humain, dans son inconscient, il se définit par 3 grands éléments. Il se définit par rapport à la terre qu'il occupe. Il se définit par rapport à la dimension familiale. Et il se définit par rapport à la dimension spirituelle. Et vous ne pouvez pas les détacher. Donc, pour vivre paisiblement et tranquillement notre vie de tous les jours, il faut se rattacher à notre nation. On est algérien. Et dans cette algérianité, il y a des penchants. Je connais des Algériens qui vivent en France, qui parlent français, qui ne parlent pas un mot de kabyle, mais vous disent « je suis kabyle ». Ça existe. Est-ce que vous pouvez lui dire « puisque tu ne parles pas kabyle, tu n'es pas kabyle ». C'est pas possible. Donc cette identité, elle ne se rattache pas simplement à la parole. Et vous pouvez avoir un Algérien qui ne croit pas en Dieu, donc qui n'est pas religieux, qui ne parle pas kabyle, qui peut-être ne parle même pas arabe peut-être, mais qui vous dit « je suis algérien ». Est-ce que quelqu'un peut lui dire « vous n'êtes pas algérien ». Donc au final, la référence algérienne est la plus vraie pour nous dans cette période de l'histoire. Parce que l'Algérie, est-ce qu'elle était sur la même définition au XVIe siècle? Non. L'identité évolue aussi avec le temps. Aujourd'hui, dans ce XXIe siècle, les identités se réfèrent à des nations et parfois même maintenant à des identités supranationales. Vous trouvez beaucoup d'Européens qui vous disent « nous sommes plus Européens que telle ou telle nation ».
puisqu'ils veulent effacer les nations. C'est un travail qu'ils sont en train de faire. Donc, il faut rester extrêmement souple et extrêmement tolérant, et il faut reconnaître la subjectivité de l'autre si on veut avoir des relations objectives. Ça paraît contradictoire, mais c'est comme ça. J'accepte totalement l'être qui est différent de moi pour que je puisse construire avec lui quelque chose qui soit dans le réel. Sur les mouvements initiés localement. Sur, par exemple, les manifestations locales, sur la question économique locale. Écoutez, c'est là où il faut respecter les priorités et les caractéristiques locales. Il y a des manifestations plus évidentes dans une région qu'une autre. Est-ce que je peux vous dire? À Djil Jadid, le représentant, M. Rabah Nasri, que vous connaissez, qui a été un homme public avant qu'il ne soit fondateur de Djil Jadid, a participé à toutes les marches au nom de Djil Jadid. Mais on a estimé qu'on ne doit pas systématiquement aller à toutes les marches dans toutes les régions du pays, même si elles sont plus nombreuses ici. Parce qu'à ce moment-là, ça va être perçu par d'autres régions comme étant un alignement spécifique sur telle ou telle région. Mais ça ne remet absolument pas en cause la légitimité de cette lutte. Maintenant, lorsque ça touche une entreprise économique, j'en ai parlé à la télé, on m'a posé des questions et j'ai répondu. C'est absolument absurde qu'une entreprise à capital privé, mais qui veut investir pour créer de l'emploi et ramener de l'argent, qu'on la bloque. C'est complètement... De toute façon, ce n'était pas une décision économique, mais maintenant, c'est des décisions mafieuses. Et ce n'est pas des décisions qui touchent à la Kabylie parce que c'est Kabyle. Et il faut le comprendre aussi qu'au sommet de l'État, il y a des Kabyles qui travaillent contre d'autres Kabyles. Donc, il faut détacher de la dimension culturelle, de la dimension ethnique, de la dimension identitaire, des opérations économiques qui relèvent parfois de l'action mafieuse, tout simplement. Donc, bien sûr qu'il faut absolument dénoncer les blocages contre les entreprises algériennes qui veulent investir en Algérie, faire créer de l'emploi et donner de la croissance économique dans le pays. Donc là, on est à 100% avec ce que vous décriviez sur ce domaine-là. L'Algérie de demain, quel schéma pour la transition? Bon, puisqu'il y a des questions subsidiaires sur le FLN et sur les 128 morts par rapport à la réaction autonomiste. Le FLN, on l'a dit déjà, en 2014, c'est un sigle qui appartient à toute l'Algérie. Il n'est pas admissible que des gens maintenant utilisent ça avec l'argent sale, avec les magouilles, avec la mafia, c'est insensé. Je me rappelle, ils ont eu un secrétaire général, il a parlé à un moment des manifestations du 8 mai, il ne savait même pas la date. Il a été secrétaire général du FLN. Et pendant qu'il est secrétaire général du FLN, il a une résidence, je parle du document, une carte de résidence dans l'ancien pays colonisateur. C'est admissible ça pour l'Algérie? Je suis très déçu, même par les anciens moudjahidines. Ils ne l'ont pas dénoncé. C'était à eux en premier de dénoncer ça. Ainsi que les enfants de Chouhada. Mais comme partout, ils nous ont créé des associations fantoches où les enfants de Chouhada défendaient ceux qui avaient trahi leur père. Donc le FLN doit revenir à la nation et il doit sortir en tant que sigle du jeu politique. Ça, c'est inadmissible. Les autres sigles, les autres sigles, c'est au peuple de les ramener à leur réalité. C'est au peuple de leur donner les voix qu'ils souhaitent et de voir si les gens sont dignes d'être élus ou pas. Sur la question d'une réaction de sensibilité et qui peut pousser à une demande autonomiste, je les comprends. Sur le plan sentimental et psychologique, oui, dans cette période-là,
ils ont eu le sentiment d'avoir été abandonnés par le reste du pays. Ils ont eu le sentiment, lorsqu'ils ont vu des voyous venir les attaquer à Alger, ce sont des réactions humaines et naturelles. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça a été en grande partie manipulé par le pouvoir, parce que le pouvoir avait intérêt à faire opposer les Algériens entre eux. Et ce que je peux vous dire, c'est que en 2001, peut-être beaucoup ne le savent pas, mais aussi ceux qui étaient dirigeants des mouvements à ce moment-là le savent. En 2001, personnellement, j'avais rédigé un texte et que je m'étais adressé à beaucoup de personnalités. Je peux vous donner quelques noms. C'était des directeurs de presse. Je peux citer Fouad Boughanem, Omar Belhouchet. Il y a eu également un écrivain, Yasmina Khadra. Et nous avions signé un appel qui s'appelait « Nous sommes tous Kabyles ». Il n'y avait aucun Kabyle parmi les signataires et c'était exprès pour dire notre solidarité avec ce qui se passait et avec le comportement qui était celui du régime. Voilà. Et j'étais sorti manifester à Alger avec la Roche. Et même pour vous dire des détails, hein, j'ai reçu une matraque qui s'est cassée sur mon dos. Et je ne l'ai jamais dit, mais pour vous dire, on était très conscients de ce qui se passait et des enjeux, parce qu'ils voulaient aboutir à cette scission entre la partie berbérophone et la partie arabophone. Et ça, c'était extrêmement dangereux pour l'avenir du pays. Et c'est ça qui fait naître des groupes qui peuvent devenir radicaux. Et parce qu'ils se sentent blessés en eux-mêmes. Et cette blessure-là, il faut la comprendre, il faut la prendre en charge, et il faut leur dire que ce n'est pas le sentiment de toute l'Algérie, c'est un sentiment particulier qui a été injecté par un comportement d'un régime voyou. Pour le reste de la question sur l'Algérie de demain, l'Algérie de demain a tout le potentiel pour devenir une Algérie capable d'affronter les défis que j'ai essayé de définir en début de discussion. Il faut que petit à petit on sorte des questions qui ont crispé le pays et il faut s'orienter maintenant vers les vrais enjeux, ceux par rapport auxquels dépend notre avenir. Je les avais donnés tout à l'heure. Nous avons de lourds problèmes à gérer. La démographie, le changement climatique, l'épuisement des ressources énergétiques, la transformation vers les énergies renouvelables, l'épuisement des autres ressources minérales, le savoir maintenant technologique, l'information nouvelle, les finances mondiales, la géopolitique, l'universalisation des valeurs, etc. Ce sont des problèmes qui doivent être abordés avec un esprit ouvert, mais très, très sérieux par rapport aux autres pays dans le monde. Le monde n'est pas un monde de bisounours. Tous les pays, chacun se bat pour sa survie et pour gagner des parts de marché. Et il y a d'autres pays qui sont prêts à vous détruire s'ils peuvent récupérer de vous les richesses et les sources de matières premières dont ils ont besoin. Donc il ne faut pas qu'on soit naïf, mais il ne faut pas aussi qu'on pense que les jeux sont déjà faits. Nous avons toute notre chance pour régler les problèmes à l'avenir. Je pense avoir répondu aux questions qui m'étaient posées. Donc non, non. Et c'est la dernière série d'interventions. Donc, Azouf Lawal, bonjour à tous. Premièrement, je remercie l'association AI d'avoir organisé justement ces activités en hommage du
du 20 avril et du printemps berbère et noir. En fait, personnellement, c'est-à-dire quand on parle justement aujourd'hui du système, moi je pense qu'il faut essayer de le définir. Parce que quand on dit système dégage, le système, donc c'est tout un projet, premièrement politique, économique et aussi institutionnel. Oui. Donc, et juridique plutôt. Donc, moi, tout à l'heure, quand vous parlez sur la question économique, c'est-à-dire que c'est vrai que notre économie est entière, la production ne représente à peine 3% du PIB de la nation, et donc il faut favoriser les investissements. Je suis tout à fait d'accord de dire qu'on doit avoir une économie productive. Mais par rapport juste à la question du conflit entre Robrab et le gouvernement, je pense qu'on peut y aller un peu loin. C'est-à-dire que Robrab, à un certain moment, quand son clan au sein du pouvoir, il avait le rapport de force, donc le général Toufik-Etou, il a pu avoir de l'argent, assez de capitaux pour investir et lancer Civital 97-98. Et aujourd'hui, tellement il a perdu le rapport de force, il se met de côté pour dire, en fait, moi, je suis un opposant. Donc, en fait, un scénario peut se produire à l'avenir. Dans le sens, si Robrab arrive à avoir à nouveau le rapport de force au sein de l'État, eh ben, on peut trouver des haddad et des gens comme ça qui peuvent te dire, en fait, nous sommes des opposants au pouvoir, etc. Donc, c'est une lutte de clans au sein du régime. Et ce régime-là, à travers l'histoire, justement, il a donné naissance à une nouvelle classe sociale dans la société, c'est des patrons. Et ces patrons-là, justement, arrivent à avoir de capitaux, justement, en volant les caisses de l'État algérien. C'est comme ça qu'ils ont pu s'enrichir davantage, et aujourd'hui, on les voit comme des grands patrons. Parce que juste après l'indépendance, les Algériens étaient, étaient tous dans la même situation sociale. On n'avait pas de bourgeoisie en 62, au sens propre du terme, mais on avait de petits comme ça, gens qui avaient des privilèges. Et donc, ces patrons-là sont issus du régime à travers l'histoire. Je rappelle que dans les années 70, l'industrie algérienne représentait 17% du PIB algérien. Aujourd'hui, elle ne représente que 3%. C'était un investissement, d'ailleurs, étatique. C'est pour ça que je dis que la solution, oui, il faut passer vers la production, vers l'investissement. Mais pourquoi ne pas investir le public? Parce que ça peut être une solution et c'est beaucoup plus rentable que le privé. Donc, quand tu auras une nation qui investit comme ça à caractère public, un investissement public, c'est beaucoup plus rentable pour la nation qu'un investissement privé. Et sur autre chose, moi je pense que, personnellement, j'ai remarqué un truc dans tous les débats. On parle de sortie de crise. Sortie de crise. C'est-à-dire, depuis 62, on a tellement attendu des années, et maintenant le mouvement vient justement de naître. L'auto-organisation est encore embryonnaire, on parle déjà de sortie de crise. Moi, je pense que ceux qui sont dans la crise, c'est le régime actuel. C'est eux qui sont en crise. C'est eux qui n'arrivent pas à trouver un homme consensuel, je veux dire, le Bonaparte, justement, pour succéder à Bouteflika. Parce que réellement, l'entêtement du régime, quand il a lancé la candidature de Bouteflika, il savait très bien qu'il y a un risque d'un soulèvement populaire. Mais là où il y avait problème, c'est qu'il n'y avait pas un successeur qui pouvait satisfaire toutes les franges tous les clans du régime, qui pouvait distribuer d'une manière égale la rente pétrolière entre ces différents corrompus. Donc, ils ont maintenu Bouteflika tout en essayant justement de préparer un successeur. D'ailleurs, la première position de Bouteflika, c'était quoi? Il disait, en fait, voilà, on va reporter les élections, je reste, et durant cette période, on va préparer un candidat. Maintenant, sur la question des élections du 4 juillet, il y a un problème. Je ne pense pas que le régime, comme quoi il croyait que le 4 juillet, voilà, les Algériens vont accepter ces élections. Moi, je pense qu'il y a un jeu de domino réellement. Il sait très bien que même l'opposition va refuser le 4 juillet. Chab va refuser le 4 juillet. C'est ce qui lui donnera l'avantage de préparer justement un successeur à Bouteflika en reportant les élections les années à venir. Maintenant, la solution, est-ce que c'est de défendre les élections du 4 juillet? Non. À mon avis, il faut intensifier la résistance, s'organiser davantage pour que tout... Ah, la question. Moi, j'ai cru que c'est un débat. Ah, d'accord. Okay. Donc, c'est le débat, tu es libre de parole. Merci. Voilà.
Donc, je vais finir. Ben, là, que je me suis un peu étalé. Donc, je vais finir. Moi, je pense qu'il faut intensifier la résistance et aller vers l'auto-organisation. Justement, l'université peut donner cet exemple d'auto-organisation qui peut vite se propager. Et une fois qu'il y aurait l'auto-organisation, donc il y aura forcément une plateforme de revendication, des programmes lancés, les questions comme la laïcité, etc., qui seront discutées dans l'ensemble des organes mouillats. Et c'est à partir de ça qu'on peut y aller vers une nouvelle république et une nouvelle constitution. C'est la meilleure manière, à mon avis, que de justement faire venir des gens comme ça, parachuter comme ça des gens qui déjà se proclament comme représentants du mouvement. Merci. السلام عليكم. السلام عليكم. أزلف لك يا مسيو جيلالي سفيان. لا سلامك يا بقايث. Donc, je pense donc il est temps actuellement aux sociétés donc le fait que l'Algérie elle se base beaucoup plus sur la rente pétrolière. Il n'est pas temps de réviser les contrats avec les autres sociétés étrangères telles que Total, British Petroleum, etc., Halliburton, etc. De revoir ça et faire face au lobbying international, tel que même sa appartenance avec l'OPEP, etc., l'Organisation mondiale, etc. Donc avec ce lobbying international et de réviser non seulement donc la balance commerciale, en parlant souvent 97%, donc c'est le pétrole. Et moi, réellement, physiquement sur le terrain, je ne vois pas cet argent investi en Algérie ou déboursé soit dans l'investissement, soit dans le public, etc., soit dans le bâtiment. Donc je ne vois pas cet argent de pétrole et même de revoir et de donner la réalité des contrats qui sont signés, du gaz, etc. Alors on doit revoir même cette balance commerciale. Donc en parlant en même temps des produits physiques qu'on voulait exporter de l'Algérie, produites en Algérie, et de les exporter, et de revoir donc le code de douane, donc qui va être en parallèle avec, en même temps, non seulement donc les produits physiques tels que donc si demain on voulait, comme vous venez de citer, passer à exporter des produits de peut-être les légumes et les fruits, alors qu'il y a d'autres traders qui sont en charge de ça, beaucoup plus peut-être sont des Français qui sont en charge de ça. Si je citerai un exemple, les dates algériennes sont mieux présentées par des Tunisiens que des Algériens. Ils se vendent peut-être en Argentine ou ailleurs. Même le fait que l'université algérienne elle a bien produit des intellectuels, etc. Donc, il est temps aussi de produire des services, de nous s'imposer à l'échelle sur le marché international. Parce que, donc, et de passer comme le régime de la Suède, il a mis de côté l'argent du pétrole et faire donc aussi ma deuxième question, bon c'est une vision la première, ma deuxième question, je vais dire aussi donc ce qui s'est passé hier à Paris, n'est-il pas une absence de la justice algérienne par rapport, parce que ce monsieur-là, il a été à la décennie noire, c'est lui qui a cautionné le système terroriste de prêcher les prêches de wahhabisme en Algérie. Est-ce que la justice elle a été absente pour que les gens de Paris, avec l'esprit revanchard, merci bien. Donc si on a des intervenants, donc parce que c'est la dernière série d'interventions, donc si on a ceux qui veulent intervenir, ils vont s'inscrire pour...
Monsieur Sofiane Djilali, mesdames et mesdemoiselles, messieurs, soyez les bienvenus. Je remercie beaucoup l'association culturelle notamment d'abord ma première réflexion c'était par rapport à l'événement. Atikum Saha, c'est quelque chose de bien, mais apprenez à communiquer quand même. C'est-à-dire quoi? Communiquer, comment le communiquer? L'information de Wassaïnien ou de Figarakwit. J'ai pris un café à Ixer. Des amis qui sont intéressés par ce genre de débat n'étaient pas avisés de la rencontre aujourd'hui. Donc il faut, c'est important qu'on se dise les choses ou la première, la deuxième des choses, donc Sofiane Djilali, on l'a connu déjà à partir de 2000-2001. Vous savez qu'ici en Kabylie, on est militant. Le militantisme, on l'a tété des seins de nos mères. C'est-à-dire qu'avant 88, qu'avant 80, on était jeunes déjà, on voyait nos aînés qui étaient des militants. Sofiane Djilali, avant 2000, je ne le connaissais pas. Franchement, avant 2001. Parce que mes premières lectures, peut-être, je pense que la première lecture, c'était votre réaction par rapport aux événements d'Alger du 14 juin. Donc, avant, je ne le connaissais pas. Et comme protocole dans une conférence, il faut toujours commencer par présenter la personne parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas. J'ai eu la chance de lire son livre. C'est qui est M. Sofiane Djilali. Merci. Bonjour M. Djilali, bienvenue à Bjaya et on remercie l'association d'avoir organisé cet événement. Monsieur Djilali, je voudrais juste vous faire une petite remarque. Sans oublier que vous faites partie des plus rares personnalités politiques, vous, Zoubida Soul, Tabou, chef de parti, qui sont honnêtes et intègres, au vu du peuple. Quand vous parlez de classe politique, vous vous mélangez à d'autres partis qui sont vomis par le peuple. Pour toujours. Même s'ils restent, ils ne voteront jamais pour eux, ils ne le cautionneront jamais. Donc ce que je vous propose, c'est de faire comme on fait pour la police pendant les marches. Vous, Zoubida Azzoul, Karim Tabou, vous êtes les bienvenus. Mais le reste, je pense que vous mélanger à eux serait une erreur politique que vous pourrez payer dans une année ou deux et on ne voudrait pas vous voir de leur côté. On voudrait que vous restiez de notre côté. Merci. Azul tout le monde, soyez les bienvenus. J'ai juste deux petites questions. La première, donc, je vais enchaîner par rapport à l'avant-dernier intervenant. Concernant M. Djilali Sofiane, moi je vous connais, enfin, indirectement, vous étiez, je crois, le deuxième homme dans le PIRA, le parti de Boukerouh. Alors, ma question, vous étiez même dans le CNT, je crois. Rectifiez-moi si je me trompe. Donc, là, c'est des années 90. Alors, ma question concernant l'idéologie, ou bien, oui, c'est l'idéologie. On connaît bien Boukerouh, pardon, qui s'inspire d'un certain Melk Bennabi. Bennabi, c'est la même chose. Alors, de toute façon, je m'excuse. Alors, ma question, dans le Djil Jadid, votre parti actuel, quand on dit Djil Jadid, c'est-à-dire, forcément, il y a Djil Qadim. Dans votre parti actuellement, est-ce que vous inspirez toujours de Melk Bennabi ou vous avez pris une autre tendance, sachant bien que vous étiez son deuxième homme dans le PIRA, si je ne me trompe pas. Merci. La deuxième question, quand j'ai préplacé, puisque je m'excuse, je n'étais pas là dès le début, on a des engagements pédagogiques.
Vous avez parlé de fédéralisme et vous avez parlé d'ingérence, c'est-à-dire pour ceux qui défendent le projet fédéraliste, vous avez dit que c'est possible qu'il y aura un risque politique, voire sécuritaire entre les régions d'Algérie. Monsieur Djilali Sofiane, moi je crois que cette ingérence existait déjà bien avant l'indépendance. Je n'ai pas de tabou de dire aujourd'hui que l'Algérie telle qu'elle est dessinée sur carte, c'est un héritage français. Et puis, il n'y a pas que ça. Toute l'Afrique, en particulier l'Afrique du Nord et le Sahel, c'est des frontières héritées par, dessinées, telles qu'elles sont aujourd'hui, par les colons, français, anglais, italiens, etc. Donc, je crois que cette ingérence-là, ça ne tient pas bon. Merci beaucoup. Donc, il y en a des intervenants. Donc, ok. Merci en tout cas pour toutes ces questions parce que ça me permet de développer des choses qu'on ne peut pas toujours aborder de façon spontanée. Alors, je vais essayer de répondre à un. Par rapport au premier intervenant, le jeune, et d'abord, je le félicite parce que je ne sais pas s'il semblait maîtriser bien l'économie. Voilà, le jeune Hadek. Voilà. Je ne sais pas s'il est étudiant là, en économie, en sociologie. En tout cas, ça fait plaisir de voir, globalement, tout à fait d'accord avec ce qu'il disait. Et voilà l'avenir de l'Algérie qui se dessine à travers ces jeunes qui interviennent, qui arrivent à réfléchir, qui ont un esprit critique et qui restent très objectifs. Oui, je suis absolument d'accord avec lui quand il parle de l'origine des fortunes. C'est clair que l'Algérie en 62, il n'y avait pas de bourgeoisie, il n'y avait pas une classe bourgeoise, et que c'est à partir probablement des années 80, pour des raisons historiques, la sortie un peu du centralisme économique, la sortie de la mentalité du socialisme à la mort de Boumediene, que l'ouverture a commencé à permettre à des gens de se faire beaucoup d'argent, et malheureusement pas de façon légitime. Donc si on doit changer le régime aujourd'hui pour juste retomber dans la phase symétrique, hein, ça ne sert à rien. Si on doit enlever Haddad pour recréer un autre Haddad sous un autre nom, bon, c'est clair qu'on n'aura rien fait du tout. Non, on est en train de travailler pour mettre en place un état de droit. Et vous savez, au final, pourquoi on a des États? Pourquoi il y a la politique? C'est pour réguler la vie économique. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui nous fait vivre qui est important. Hein? C'est le travail, c'est la répartition de la richesse, c'est l'accès aux richesses, c'est comment on répartit la justice sociale. Et c'est là où il y a des conflits, conflits entre les classes d'une société. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. L'Algérie n'a jamais vécu des périodes où on va dire normales, où chacun avait accès à la possibilité de faire de la richesse. Ça a toujours été déséquilibré, il y a toujours eu des aides pour les uns et des privilèges pour les autres, et pour la majorité il n'y avait rien, et c'est surtout pas dans cela qu'il faut retomber. Par rapport à la rentabilité de l'investissement public, c'est là où j'ai un bémol par rapport à l'exposé du jeune. L'Algérie a investi beaucoup d'argent dans le secteur public dans les années 70. Et malheureusement, ça n'a pas été une réussite. Peut-être que l'Algérie avait une participation de la production à 17% par rapport à l'ensemble, mais c'était aussi le cas dans beaucoup de pays. Hein. On vivait encore l'industrie, les services n'étaient pas encore très puissants. Même vous prenez un pays comme la France, ils sont passés de 20% de leur PIB en tant que production, ils sont tombés à 12% et actuellement je pense qu'ils sont à peine à 6%.
Donc il y a une tendance générale mondiale qui fait que on a déplacé le centre de gravité de la production dans le monde vers l'Asie, puisqu'on parle de la Chine étant devenue l'atelier du monde. Les autres pays proposent plutôt des services, que ce soit des services dans l'informatique, dans les technologies nouvelles, la communication, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais je reste tout de même d'accord avec vous que ce n'est pas normal qu'un pays comme l'Algérie ne produise que 3% de son PIB en production industrielle. Nous sommes très, très, très en retard. Par contre, résoudre ça avec un secteur public, je ne pense pas que ça soit la réponse. Vous imaginez combien nous a coûté le secteur public en Algérie? Tous les ans, on dépensait des milliards de dollars pour combler ces déficits. C'était un secteur complètement parasitaire, parasite. Parce que un secteur public, dans un régime comme le nôtre, on installe à la tête des entreprises les amis, les copains, les coquins, ils recrutent à tout va, on fait du recrutement social et non pas de la production, on s'éloigne complètement des impératifs de gain d'une société, d'une entreprise, etc. Et donc on n'est pas sous les mêmes normes. D'ailleurs, tous les grands pays qui avaient adopté ce mode de production l'ont complètement abandonné. L'Union soviétique, qui était le fer de lance, et la Chine, deux grands pays communistes, ont totalement abandonné cette histoire de secteur public qui ne vous mène que vers la gabégie et la perte de l'argent. Par contre, il faut qu'il y ait un État régulateur puissant. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce qui est appelé le libre-échangisme avec un libéralisme sauvage où les détenteurs de capital se permettent de démanteler les richesses nationales. Il y a des patrimoines, il ne s'agit pas de se délester du patrimoine. Donc là, je suis très, très attentif et très méfiant. Il y a des grandes idéologies, qu'elles soient dans le sens du grand secteur public tout seul, ou dans l'autre sens, le libéralisme à tout va, qui entraîne des paupérisations massives des peuples sur lesquels ils ont appliqué ce genre d'idéologie. Par rapport aux contradictions, ce que j'ai compris, deuxième point, c'est-à-dire qu'au final, le pouvoir manipule tout le monde pour qu'il n'y ait pas d'élection le 4 juillet, mais il veut juste se donner le temps de se choisir un successeur. Je suis d'accord que s'il y a eu cet effondrement, c'est parce qu'il n'avait pas un successeur pour Bouteflika. Sinon, il n'aurait même pas fait le 4e mandat. Si vous avez suivi, nous avons été très, très radicaux par rapport à Bouteflika. Et d'ailleurs, beaucoup de partis politiques nous disaient, vous vous attaquez à Bouteflika alors que le problème c'est le système et c'est pas Bouteflika. En réalité, le système, la survie du système est liée à la survie de Bouteflika. Parce qu'ils étaient dans l'impossibilité de produire un homme qui pouvait avoir le positionnement de Bouteflika. Pour beaucoup de raisons. Donc au final, il ne faut pas que nous on transforme une victoire de la population comme étant une victoire du pouvoir. Non, le régime est dans l'échec. Le régime n'arrive pas à se régénérer. Le régime aurait voulu aller le 4 juillet pour une élection, liquider la révolution et revenir vers une normalisation. Mais il ne peut pas. Bien sûr que le régime a envie de préparer une personnalité pour aller vers des élections, mais il n'a pas les moyens. Le régime voudrait bien nous imposer des hommes à lui pour la transition, mais il voit bien que la rue ne marche pas. Donc, il faut assumer les victoires du peuple, parce que sinon c'est un peuple que vous allez dégoûter complètement. À chaque fois qu'il gagne, vous lui dites tu as perdu. Et non, il a gagné, il faut reconnaître qu'il est en train de gagner. Est-ce qu'il a fini toutes les batailles? Non, on a encore des batailles devant nous. Il y a encore des choses à gagner. Il peut y avoir un retour vers le passé, il y a des risques, mais entre-temps, il faut quand même reconnaître qu'on est en train d'avancer, et moi je suis très optimiste sur ça, même si ça ne se règle pas le 4 juillet, même si ça ne se règle pas dans 6 mois, mais ça se réglera, parce que c'est un régime, dans sa construction, il est déjà miné de l'intérieur, et il s'effondrera, il n'y a pas d'autre issue pour lui.
Donc voilà les deux bémols que je voulais apporter. Par ailleurs, Isma a l'exposé extrêmement intéressant de notre ami. Par rapport à deuxième intervenant sur le pétrole, je pense que Sonatrach, le jour où les dossiers vont s'ouvrir, on va être très très étonné. On va découvrir des vertes et des pas mûres. Et bien sûr qu'il doit y avoir des contrats à démanteler. Je ne sais pas lesquels, je n'ai pas entre les mains les contrats. Je ne veux pas comme ça a priori condamner, mais à mon avis, on va avoir de très grosses surprises. Et donc, il faudra ouvrir ces dossiers, il faudra défendre les intérêts du pays, et il faudra demander des comptes à ceux qui ont entraîné le pays dans cette impasse-là, et dans cette exploitation effrénée des ressources du pays, mais au profit d'une caste et au profit probablement de multinationales qui donnaient les garanties pour maintenir en place le régime. Pour le code des douanes, pour la réorientation de l'économie algérienne, il n'y a pas de doute. Vous savez que même la responsable du FMI, c'était en 2014 il me semble, elle a été très étonnée que la loi de finances de 2014, il y a eu rééquilibrage en faveur des sociétés d'importation par rapport aux impôts et par rapport à la TVA. C'est-à-dire que vous produisiez algérien ou là vous importez, vous allez être taxé sur la même base. Et même le FMI avait dit que même l'Organisation mondiale du commerce prévoyait des mécanismes de protection sur des secteurs vitaux pour un pays et que l'Algérie n'a jamais voulu mettre en place. Ce qui est étonnant, l'Algérie n'était pas à l'OMC, on n'est toujours pas à l'OMC. Mais il y a un accord de libre-échange avec l'Union européenne qui va beaucoup plus loin que l'OMC. Comment ça se fait? Comment ça se fait que l'Algérie a ouvert l'ensemble de ses marchés à tout va, sans aucune précaution, mais elle n'est pas en même temps dans l'OMC? L'explication est simple. L'OMC exige la transparence des transactions financières et donc une traçabilité de l'argent. L'accord avec l'Union européenne ne l'exige pas. Donc ce régime-là a ouvert tout le marché algérien sans aucune contrepartie contre les intérêts du pays, juste parce qu'il se sucrait au passage. Et il ne voulait pas laisser s'inscrire le pays dans l'OMC pour trouver sa place dans une mondialisation qui se construisait parce qu'on lui demandait la transparence. Tout le monde sait qu'on perd énormément d'argent avec l'Union européenne, mais il ferme les yeux. Parce que le clan au pouvoir avait besoin du soutien des régimes européens et américains pour se maintenir en place. Quant à l'intérêt de l'Algérie, c'était le dernier de ses soucis. Ensuite, comment réorienter l'économie algérienne? Oui. Sur l'agriculture, sur les services, sur le tourisme, il y a énormément de secteurs qu'il faut développer et qui peuvent être développés très très rapidement. Vous savez, par exemple, actuellement, les Algériens partent en Tunisie et éventuellement en Turquie pour se soigner, parce que le coût est beaucoup moins élevé qu'en Europe. On aurait pu très largement faire ici des soins qui seraient beaucoup moins chers pour les Européens. Un Européen, il paye 300 € son billet en Algérie, il vient se soigner chez le dentiste ici. Parce que les mêmes soins coûtent 800 ou 900 €, qui ne sont pas toujours remboursables. Donc il y a beaucoup de niches économiques, de services où on peut développer le pays très rapidement. On a des avantages très importants, mais il faut les mettre en route. Par rapport à la justice algérienne, oui, il n'y a pas de justice algérienne. On sait bien que c'est quelqu'un qui a lié la question par rapport à ce qui s'est passé hier, justement, par rapport à cet homme politique qui a été chassé. Oui, bien sûr, les Algériens sont frustrés. Parce que le terme « hogra » d'ailleurs n'existe qu'en Algérie. Il y a une injustice de fond. On voit les voleurs sont protégés et ceux qui sont volés sont mis en prison. Et petit à petit, il y a une telle révolte
qu'après on peut s'attendre à des dépassements aussi quand ils ont lieu. Donc, la justice algérienne, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, c'est l'une des premières réformes à mettre en place dès qu'on doit changer la Constitution. Il y a eu des questions sur, bon, un peu plus personnelles. Les deux derniers intervenants, je vais revenir en un package. Mais par exemple sur le fédéralisme et l'ingérence que le dernier intervenant a posé, je n'ai pas fait le lien direct entre fédéralisme et ingérence. Je n'ai pas dit que ceux qui défendent le fédéralisme nous viennent de l'étranger, loin de moi cette idée. J'ai énoncé une panoplie d'éléments sur la genèse d'un fédéralisme, quel que soit dans le monde, et sur également ensuite la genèse d'une déconstruction d'État unitaire. Et là, j'ai dit qu'il peut y avoir aussi des intérêts étrangers qui peuvent intervenir et qui interviennent, il n'y a pas de doute. Vous savez très bien comment la Yougoslavie elle a été explosée, comment l'Irak, il y a eu la tentative de créer les trois grands pays, chiites, sunnites et kurdes, alors que les Kurdes sont sunnites, mais on a fait intervenir un élément ethnique. Et chiisme et sunnite, vous savez très bien que c'est une guerre qui a été allumée. Lorsque vous envoyez des terroristes dans les mosquées chiites, on explose les chiites au nom du sunnisme, ensuite on explose des mosquées sunnites au nom du chiisme, et dans les deux cas, ça peut être totalement manipulé, et on a créé des conflits religieux extrêmement puissants. En Syrie, vous savez qu'il y a même des publications d'États syriens divisés en plusieurs États. Mais ça fait le travail de pays, c'est ça la guerre géopolitique. Il faut en être conscient, il ne faut pas tout mettre dessus, et surtout ne pas mélanger des exigences d'un peuple par rapport à un régime, et immédiatement les coller sur des visées géostratégiques ou la géopolitique ailleurs. Il faut le savoir, et traiter cette question avec toute la rationalité qu'il faut pour déminer et enlever les problèmes, résoudre les problèmes. Il ne faut pas rajouter des problèmes sur d'autres. Sur la question, le package sur mon propre passé. Bon, étant quelque part un homme public, bien évidemment, je me dois aussi d'expliquer d'où c'est que je viens. Bon, je suis comme tous les citoyens, né d'une famille algéroise. Mes grands-parents sont de la Casbah. J'avais une enfance normale, comme tout le monde. Je m'étais toujours beaucoup intéressé à la politique. Mon père, Rabbi Yarhamou, tenait un magasin tabac-journaux. Il recevait plein de journaux et je lisais tout. Donc voilà, les livres, c'est venu de là. J'ai poursuivi mes études, j'ai fait des études vétérinaires à Al-Harrach, et puis après j'ai eu une bourse et j'ai été à l'étranger pour faire ce que j'ai fait, mes doctorats, un DEA, un troisième cycle, puis un doctorat d'État. Et j'étais dans mon laboratoire, je m'occupais des clonages de cellules. Quand il y a eu octobre 88, commençait à bouger. D'ailleurs, c'était complètement par hasard, mais je devais venir sur Alger. Je suis arrivé à Alger le 5 octobre et je devais repartir le 10 octobre. Donc j'ai vécu en direct cette phase de ma vie, de la vie du pays. Je n'avais jamais appartenu ni à un parti politique, ni à une association, ni rien du tout. Ça ne m'intéressait pas à ce moment-là. Mais en 88, j'ai estimé qu'on était appelé par le pays. Je me suis organisé pour rentrer en Algérie quand beaucoup s'en allaient. J'ai regardé, j'ai essayé de savoir quel parti politique existait. J'ai rencontré un appel d'un homme politique et l'appel me semblait tout à fait raisonnable, cohérent, qui défendait la démocratie. C'était la création du Parti du Renouveau algérien, voilà, le PRA, qui prônait, en gros, le PRA, une position, disons, centrale, moyenne.
donc par rapport à l'idéologie, mais par rapport à l'économie et tout. Bon, c'était une démocratie naissante. J'ai fait un choix, j'aurais pu tomber sur un autre parti politique, c'est pas exclu. Mais le fait est que, puisque vous avez cité l'ancien président du PRA, par la suite, il s'est avéré qu'il avait été un disciple de Melk Ben Nabi. Le PRA, en tant que parti, ne s'est jamais référé à Melk Ben Nabi, puisque Melk Ben Nabi n'est pas venu avec une doctrine politique. Melk Ben Nabi, dans sa pensée, il a essayé d'être d'abord iconoclaste. Il a brisé un certain nombre d'idées courantes et il expliquait que le problème du monde musulman n'était pas un manque de foi, mais un problème d'efficacité dans le monde. Et il expliquait, bon, en prenant des exemples, moi je conseille aux gens de tout lire, et de lire ces livres, Vocation de l'islam, où là, les conditions de renaissance, de la Renaissance, sont extrêmement intéressants à comprendre parce qu'il décrit de l'intérieur l'évolution d'une société. Il a beaucoup écrit et il n'est pas de la filière de ce qui s'appelait à ce moment-là Nahda. Il ne se réfère pas spécialement à Abdou, ou à Rachid Reda, ou à Jamal Din Afghani, ou là. Il était sur une branche très rationaliste. C'était un ingénieur de formation, de double culture, qui maîtrisait complètement la philosophie occidentale. Il était féru de Kant, Nietzsche, Spengler, etc. Et donc il avait apporté une vision très rationaliste de l'islam. Il n'était pas du tout dans ni le courant des frères musulmans, et encore moins dans le wahhabisme, etc. Bon, peu importe, je ne suis pas en train de faire un exposé sur Melk Ben Nabi. Il a pensé sa société en son temps à lui. Donc, il a fait ce qu'il a voulu, mais le PRA n'a pas proposé l'application de Ben Nabi, n'était pas un Lénine de Marx. C'est-à-dire, Marx avait pensé la philosophie marxiste, mais c'est Lénine qui a apporté les outils pour mettre en place, les outils conceptuels, pour mettre une politique léniniste. Donc, comment transformer le communisme de la philosophie à une pratique politique sur le terrain. Donc, le PRA, on n'a pas été les léninistes de Ben Nabi. Il n'y a pas de relation là-dessus. Mais l'ancien président du PRA avait défendu à plusieurs reprises la pensée de Melk Ben Nabi. Il a écrit dessus. Et c'est son droit. Et je ne pense pas que Melk Ben Nabi, on puisse lui reprocher quelque chose de palpable, ni dans ce qui s'est passé dans les années 90, ni par rapport à l'islamisme politique, qu'il récusait d'ailleurs. Ce n'était pas un politique de l'islam. Voilà pour PRA et Ben Nabi. Au passage, donc, au PRA, je me suis engagé 89, 90, fin 90, je suis revenu sur le pays. J'étais chercheur à l'INRA, pour ceux qui connaissent, l'Institut national de recherche agronomique. J'ai considéré par devoir de citoyen, je devais m'impliquer dans mon pays. Je l'ai voulu, personne ne me l'a demandé. Et donc je me suis engagé et on s'est retrouvé très rapidement dans la grande crise de la fin de l'année 91, avec tout ce qui se passait et que j'ai par la suite décrit. Donc au début, on avait condamné l'arrêt du processus électoral, 92, janvier 92. Et on était resté dans une opposition frontale au régime. Et vous pouvez retrouver, il y a plein d'écrits là-dessus. Je ne sais pas si tous les journaux ont été numérisés ou non, mais il y a des archives. Moi-même, j'ai fait un livre en 1993 pour regrouper tous les articles, interviews, communiqués du PRA. Et donc, on est resté dans une position très frontale, anti-terroriste, clairement, et anti-pouvoir. En 1994, le régime, il fallait qu'il, parce que le temps commençait à passer, a fait des concessions. La première qu'il a faite, c'était de ramener Zarouel, qui lui n'avait aucune relation
par rapport à l'arrêt du processus électoral, où il avait démissionné en 1989, donc juste après 88, de l'armée pour des raisons qui étaient techniques, militaires, sur comment armer l'armée algérienne, des histoires techniques. Donc ils l'ont ramené en 1994, il a été ministre de la Défense à ce moment-là, parce qu'il n'y avait presque plus d'État algérien, il n'y avait plus de président. Boudiaf, quand il l'avait ramené, 6 mois après, il a été assassiné. Et c'est Boudiaf, il faut le rappeler, qui avait créé le Conseil consultatif national, le CCN. Et d'ailleurs, c'est au début le CCN qui avait cristallisé le sentiment de revanche de ceux qui avaient été élus les élections de décembre 91, et donc ils ont estimé que le CCN était illégitime. Quand Zaroual est arrivé en 94, ministre de la Défense, il a fait une tentative de réconciliation entre guillemets, il a relâché quelques prisonniers politiques du courant du fils, il a entamé un dialogue, et durant l'année 95, en 94 en moment, ils ont créé à la place du CCN le CNT, le Conseil national de transition. On avait refusé d'y siéger en 1994 à la création, donc on n'est pas rentré. 95, l'été 94 et 95, Zaroual ouvre un dialogue avec la classe politique. C'est comme si qu'aujourd'hui, il y a l'ouverture d'un dialogue pour dire allez, on va aller vers des élections. L'opposition, certains partis en tout cas, pas tous, avaient décidé qu'il ne devait pas y avoir d'élections, qu'il fallait revenir aux élections de 91, c'est-à-dire donner la majorité au fils, et que ce qui s'est passé entre janvier 92 jusqu'à l'été 94, il fallait effacer. Bon. Ils ont été organisés sans Egidio, fin 94. Hna, au PRA, on avait été invités à la première réunion de Sant'Egidio. Et Sant'Egidio, à ce moment-là, demandait donc le retour immédiat du fils. Et vous connaissez ce qui a été publié 3 mois ou 4 mois après, sur le communiqué final de Sant'Egidio. Zaroual, en face, avait dit on est prêt à réhabiliter politiquement, pas le nom du fils, mais laisser les islamistes revenir à la politique, mais je demande au début la condamnation ferme du terrorisme. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? D'abord, en étant prisonnier, on ne peut pas condamner le terrorisme. Il faut qu'on retrouve notre liberté, c'est en homme libre qu'on peut condamner. Donc Zaroual les a mis en résidence et il leur a donné accès à tout ce qu'ils voulaient. Le fax, communiqué, ils recevaient. On ne peut pas condamner le terrorisme parce qu'on ne sait pas qui tue qui. Bon, c'était à ce moment-là le problème. Zaroual, il leur a dit, puisque vous ne voulez pas condamner le terrorisme, moi je m'adresse au peuple et on va aller vers des élections et le peuple choisit. Novembre 95, élection présidentielle. Je pense que tout le monde reconnaît que Zaroual a été élu. Parce que les Algériens n'en pouvaient plus du terrorisme, n'en pouvaient plus de cette crise politique. Ils ont estimé qu'un ancien militaire qui était à la retraite pouvait ramener de l'ordre dans le pays. Après l'élection de Zaroual, il nous a demandé de rentrer au CNT. Donc, moi et quelques membres du PRA, on s'est retrouvés au CNT en mars 1996 pour une année, pour à ce moment-là préparer les lois qui allaient permettre l'élection législative de 97 et le changement de constitution dans laquelle il y avait limitation de mandat à 2 pour le président de la République. Donc, quand on a participé au CNT, je sais que beaucoup veulent me le reprocher aujourd'hui, y compris, ce qui est incroyable, les gens de Hamas
m'accuse d'avoir été au CNT alors que nous sommes en 96 ou le Hamas est en 94 au CNT. Il nous attaque sur quelque chose, ils les sont passés, le gouvernement et autres. En mai 1997, il y a eu des élections. Les partis politiques qui étaient contre la transition, qui étaient contre Zarouel, qui étaient contre toutes les lois, ont participé, ils ont eu les sièges. Nous qui étions au PRA, on s'est retrouvés avec 0 siège. Alors que tout le monde sait que l'élection de 1997 a été complètement trafiquée. On ne peut pas dire non. Et donc, si nous, on avait travaillé pour le pouvoir, pourquoi on a eu 0 siège? Et on s'est retrouvés dehors. Un an en 1999, j'ai démissionné du PRA. On a tenté de créer d'abord une association qui s'appelait le Mouvement pour les libertés et la démocratie et le développement, le MLD, qui n'a jamais eu d'agrément. On a été liquidé. Oui. Oui. Oui, oui. Mais c'est un ministre qui a été désigné après l'élection de Zarouel, d'accord, en 1996. C'est un ministre qui, d'ailleurs, a rapidement, comme beaucoup malheureusement, tourné kazakh et il a été candidat RND en 1997. Il n'a même pas tenu quelques mois. Si le PRA avait été soutenu par le pouvoir, ou là il y aurait eu un quota en 1997 de députés, et on serait resté au gouvernement comme les autres. Donc, il faut comprendre aussi, un politique face à un problème. Le pays était presque, l'État s'effondrait, il n'y avait plus rien. Il aurait été facile de dire, je reste à la maison et je ne parle pas. On intervenait à la télévision et on parlait, je n'avais personne pour me protéger. J'avais ni véhicule blindé, ni quelqu'un qui me surveillait. Et j'habitais dans un quartier très chaud. Dit la vérité. Et pourquoi les gens ne vous disent pas, vous avez eu le courage d'affronter, et on vous dit pourquoi vous avez participé à une ébauche de solutions politiques. Bon, mais le régime est ce qu'il est. En 97, ça s'est retourné. Un an en 99, j'ai démissionné. J'ai été contre Bouteflika, et je peux vous montrer tous les écrits avant son élection en 99, jusqu'à aujourd'hui. Donc, vraiment, ceux qui veulent jouer sur ça, ou qu'est-ce que tu as été soutenu par le régime, ou là j'ai soutenu le régime, ils n'ont qu'à me le dire. Je l'ai dit à la télévision. لعنة الله على مسؤول ولا كاين في هذا البلاد à quelque niveau qu'il soit, mais la présidence de la République jusqu'à n'importe quel maire du pays, s'il m'a donné un logement, ou là un terrain, ou là un prêt bancaire, ou là, et s'il ne me dénonce pas aujourd'hui, je n'ai jamais, ni moi, ni ma famille, ni mes parents, obtenu ni un logement social, ni ADL, ni un prêt bancaire, ni quoi que ce soit. Je les mets au défi. C'est tout mon identité que je peux présenter. J'ai été un étudiant, j'ai gagné par la sueur de mon front une bourse à l'étranger, j'étais majeur de promotion, et pas l'habitude de faire un étalage de mes... J'ai été à Maison Alfort, j'ai fait mon DEA, mon doctorat de 3e cycle, et ensuite c'est l'Institut de recherche français qui a voulu me soutenir pour continuer mes recherches. Elles sont publiées, où je défie beaucoup de ceux qui présentent leur CV d'avoir autant de publications internationales dans les revues les plus prestigieuses dans le domaine et qui touchent dans le domaine vétérinaire. International Journal of Cancer, European Journal of Cancer, en anglais. C'est mon parcours. En 90, alors que les gens fuyaient d'ici, je me suis dit, je dois aller vers mon peuple. Voilà, et j'ai milité comme j'ai pu, avec mes petits moyens, jusqu'à présent. J'aimerais bien qu'ils le disent. Depuis 2011, on a lancé le parti, on a profité d'une ouverture politique, et depuis, vous connaissez les positions de Jil Jadid. Voilà, ni on a eu subvention, ni une aide, ni quoi que ce soit.
Et ça, j'en suis fier et tranquille. Ça me permet de parler librement, de prendre mes positions librement. Voilà. Le reste, el kamalou lillah. Nul ne peut être parfait. Bien sûr qu'on a pu commettre des erreurs dans un parcours d'un homme politique qui n'en commettrait pas dans des situations aussi compliquées. Pas en 94. Non, oui. Non, le Conseil de... Le Conseil national de transition, c'est quoi son bilan? D'abord, je réitère. J'ai été au Conseil national de transition en 96. Bon, après l'élection légitime d'un président de la République. Ensuite, c'était quoi? Parce que Zarouel s'était engagé sur quoi? Il s'est engagé sur refaire la Constitution, limiter les mandats et de préparer une loi électorale avec une proportionnelle de wilaya qui permettait aux partis politiques d'être représentés dignement. Donc là, on ne peut pas à chaque fois dire vous avez de mauvaises intentions et ne participez pas. À partir du moment où il a donné des gages, maintenant si lui-même a été trahi, ce qui semble être le cas puisque en 99, on voit en 98, il a dit je pars. Bon, ça, je n'ai aucune garantie que demain aussi on ne nous trahit pas. Mais j'ai fait ce que, en toute conscience, et par rapport à ce que j'ai considéré comme étant le bien pour mon pays. Je peux vous dire, ceux qui se sont fait élire en 97, ils n'ont pas abandonné leur mandat. Ils se sont fait trahir eux aussi, 97. Ils sont restés aussi. Pourquoi ils ont participé à ce régime? Pourquoi en 2002, ils ont été aux élections législatives et ils ont accepté? Après ce qui s'est passé en Kabylie, après 2001. Pourquoi en 2012, lorsqu'il y a eu des manipulations, ils ont participé jusqu'en 2017 et ils ont accepté? Donc voilà, il y a des choix politiques à des moments. On ne peut pas faire que l'idéal. Il y a des moments où on pèse le pour et le contre. Et on gagne pour la cause un peu et on perd un peu. Mais au final, le pays est en train d'avancer. Donc, il ne faut pas systématiquement rechercher les erreurs qui font partie d'un parcours et qui doit être normal parce que ce n'est pas des erreurs de volonté, c'est une situation extrêmement compliquée. En tout cas, je ne pense pas m'être trompé en soutenant ceux qui ont fait payer très cher la facture aux Algériens. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. En tout cas, j'étais honoré d'engager ce débat avec vous. Merci beaucoup. Comme ça. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer d'autres fois. Merci beaucoup et à très bientôt, Inch'Allah. Donc, on vous remercie.